Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce vendredi. À Gaza, la situation humanitaire reste toujours aussi alarmante alors que le Hamas appelle les médiateurs à poursuivre leurs efforts en faveur d'un cessez-le-feu. Les agences humanitaires continuent de dénoncer une crise sans précédent et exhortent la communauté internationale à faire pression sur l'ouverture des points de passage humanitaire. Et à Kampala, le mouvement des non-alignés a salué l'engagement du président algérien Abdelmadjid Tebboune en faveur de l'action commune et son soutien aux causes justes, ainsi que la coopération au service des intérêts d'un Sud global. Et en Algérie, la commémoration des massacres du 17 octobre 1961 perpétrés à Paris contre des civils algériens. Un crime d'État resté encore impuni plus de 64 ans après les faits. La France, plusieurs députés appellent la Ve République à reconnaître officiellement ces événements comme étant un crime d'État. Et direction la Hongrie qui accueillera prochainement des rounds de négociations entre Vladimir Poutine et Donald Trump concernant la question ukrainienne. On entame cette édition avec l'appel pressant que lance le mouvement de la résistance palestinienne Hamas aux médiateurs afin de garantir l'application effective du cessez-le-feu, à répondre aux besoins urgents des habitants et à accélérer la reconstruction de l'enclave, insistant par ailleurs sur l'ouverture du passage de Rafah dans les deux sens et la mise en place rapide d'un comité de soutien communautaire pour gérer la bande de Gaza. À Khan Younes, les Palestiniens peinent à identifier les corps restitués par l'entité sioniste. Avec peu de moyens, les familles cherchent désespérément à reconnaître leurs proches parmi les 120 dépouilles rendues depuis lundi, des corps de détenus dans le mépris et la dignité humaine, illustrant une politique de déshumanisation méthodique. On écoute les témoignages. La Croix-Rouge a apporté des corps, 90 corps, et nous sommes venus voir s'il est avec eux ou non. L'apparition des martyrs, nous ne savons pas qui ils sont, parce qu'ils sont défigurés et que les Juifs les ont torturés. Nous ne savons rien d'eux. Leur apparence, nous ne savons pas. Où est mon mari? On ne le sait pas. La Croix-Rouge, les organismes internationaux et l'Organisation mondiale de la santé a communiqué avec l'armée israélienne pour être en mesure d'identifier les corps et leurs noms, car nous ne connaissons pas leurs noms. Ils ont envoyé des numéros et nous ne connaissons pas leurs noms. Nous ne savons pas comment décrire qui et pourquoi. Pour ce qui est d'identifier les corps, nous essayons de toutes les manières, mais nos moyens sont primitifs et nous nous appuyons sur leur identification uniquement par les parents et non par des moyens scientifiques. Nous n'avons pas d'ADN, d'équipement d'examen spécialisé ou de laboratoire. Et après 2 ans d'agression génocidaire, Gaza est méconnaissable. L'université islamique, qui jadis était un fleuron du savoir palestinien, est aujourd'hui en ruine et les familles de déplacés tentent désespérément de retrouver vie ou de survivre dans ce qui fut autrefois une classe. Et je vous propose à présent de regarder ces images poignantes d'un peuple résilient qui essaye, en dépit de la déshumanisation, du génocide et de l'épuration ethnique, de garder sa dignité. Nous restions ici à l'université avant d'être déplacés à nouveau. On nous a ensuite demandé d'évacuer au motif que l'université serait bombardée. Alors nous sommes partis 2 jours avant que l'université ne soit touchée. Et mes enfants sont restés derrière et l'université a été bombardée effectivement pendant qu'ils y étaient. Les gens étaient aussi ici après qu'elle ait été bombardée. L'université a été évacuée et nous sommes partis et sommes allés dans le sud. Dieu merci, nous
sommes revenus il y a quelques jours, mais nos villes sont détruites et nous ne pouvons pas les attendre car elles sont près de la frontière et nous n'avons pas le droit d'y aller. Nous avons donc été forcés de rester assis ici dans la destruction qui est maintenant pire qu'avant. Dieu merci. Nous faisons ce que nous pouvons pour nous adapter n'importe où jusqu'à ce que nos villes soient ouvertes et que nous puissions y aller dans la volonté de Dieu. Depuis que le cessez-le-feu a eu lieu, je vis à l'université islamique. Nous sommes venus ici après la destruction et la dévastation. Nous avons été déplacés du nord et nous avons dû rester ici. Nous avons été déplacés ici au lieu d'être dans une zone éducative offrant une éducation à nos enfants. C'est devenu un refuge pour les déplacés. Et face à cette situation humanitaire bien plus qu'alarmante, les organisations humanitaires internationales continuent de tirer la sonnette d'alarme concernant donc la situation humanitaire en dépit de ce cessez-le-feu. Médecins sans frontières affirment que le cessez-le-feu n'a pour le moment pas permis l'entrée suffisante de l'aide, signalant que l'acheminement des aides reste bloqué par les mêmes obstacles. L'ONU a également exprimé son inquiétude quant à la situation humanitaire à Gaza et le blocage des aides. En effet, le programme alimentaire mondial a appelé l'entité sioniste à ouvrir tous les points de passage vers la bande de Gaza afin de permettre l'arrivée de toutes les aides dont la population gazaoui a besoin. En outre, le porte-parole pour les affaires humanitaires de l'ONU, Jens Laerke, a de son côté déclaré qu'il est crucial de rendre ces ouvertures effectives afin de pouvoir acheminer les aides vers la population de Gaza. Concernant la situation à Gaza, notre secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, lors de son déplacement du Caire à Rafah, a souligné l'importance vitale de cette voie pour l'acheminement de l'aide vitale vers Gaza. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, note que les fournitures en provenance d'Égypte doivent encore faire un long détour et être inspectées du côté israélien en attendant l'ouverture du point de passage de Rafah pour un accès plus direct. Tom Fletcher a insisté sur la nécessité de l'ouverture de tous les points de passage pour permettre une intensification massive de l'aide et commencer à inverser la situation sur le terrain. Voilà pour ce qui est des dernières actualités à Gaza et puis direction l'Algérie où c'est par des rassemblements et des recueillements accompagnés de l'observation d'une minute de silence que les Algériens ont célébré la journée nationale de l'émigration commémorant le 64e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. Un crime d'État perpétré contre des émigrés algériens sortis manifester pacifiquement contre un couvre-feu raciste à Paris qui fut violemment réprimé sous les ordres de Maurice Papon. Par ailleurs, et dans le même dossier, un groupe de députés français mené par Idir Boumrita et des membres de la France insoumise a déposé une proposition de résolution demandant à l'État français de reconnaître le massacre du 17 octobre 1961 à Paris comme un crime d'État. Le texte appelle aussi à l'inscription de cette date dans le calendrier républicain comme une journée de commémoration officielle des victimes. Et justement, nous allons revenir sur cette proposition avec l'invité de ce 19h, Monsieur Carlos Bilongo, qui soutient justement cette campagne avec d'autres parlementaires. Bonsoir Carlos, merci de répondre présent à cette invitation. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Alors, je le disais à l'instant, vous faites partie de ces parlementaires qui accompagnent ce projet de loi déposé à l'Assemblée nationale française, donc pour reconnaître les massacres du 17 octobre comme étant un crime d'État. Et à votre avis, aujourd'hui, pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à franchir ce pas en dépit des preuves historiques, authentifier les témoignages de victimes que les historiens ont authentifiés, mieux encore, les déclarations ou les témoignages de certains chefs d'État?
Oui, parce que d'abord, l'histoire, elle émane d'abord d'un mensonge d'État. Un mensonge d'État qui avait d'abord été longtemps occulté, avec un premier aveu de M. François Hollande en 2012, pour que ensuite, en 2024, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale, une résolution pour reconnaître les massacres du 17 octobre. Et nous, à la France Insoumise, avec le député Idi Romerti, député de Vénissieux, nous voulons aller plus loin et attester que c'est un crime d'État, parce que ça a été orchestré par le préfet de l'époque, M. Maurice Papon, avec tout un mécanisme d'État qui a oppressé, massacré et tué des Algériens sur le sol français, avec cette volonté d'occulter les choses jusqu'à 30 ans après les faits. Donc, les travaux parlementaires permettent de revenir sur ces sujets-là. Il y a des historiens aussi qui travaillent sur ces questions-là. Il y a encore des témoignages aussi de personnes qui ont des parents qui ont vécu cette période-là. Et en tant que parlementaire français, il faut aujourd'hui revenir sur l'ensemble des sujets et des pages les plus sombres de la France, pouvoir y mettre des mots et pouvoir condamner. Très bien, merci Carlos, merci d'avoir apporté ces éclairages. Et puis, direction Kampala, et je vous le disais en titre, le mouvement des non-alignés a tenu à saluer le rôle pionnier du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, concernant plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne le renforcement de l'action africaine commune, le soutien aux causes justes et la consolidation de la coopération internationale au service des intérêts des pays du Sud. Cela s'est passé à l'occasion de la 19e rencontre de la réunion ministérielle tenue les 15 et 16 octobre à Kampala. Par ailleurs, le mouvement a également accueilli favorablement la proposition du président algérien Abdelmajid Tebboune concernant l'instauration d'une journée africaine de commémoration des martyrs et des victimes du colonialisme en Afrique, ainsi que la volonté d'organiser une conférence internationale sur les crimes du colonialisme en coordination avec la Commission de l'Union africaine. Et on reste à Kampala où en marge de cette conférence, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf tient une série de rencontres bilatérales avec ses homologues. C'est dans ce sillage que Ahmed Attaf s'est entretenu avec son homologue tunisien Mohamed Ali Nefti. Les deux parties ont examiné les relations de fraternité entre l'Algérie et la Tunisie, ainsi que les principales questions inscrites à l'agenda du mouvement des non-alignés, notamment la situation en Palestine et dans le voisinage régional. Poursuivant ces échanges diplomatiques d'Ahmed Attaf, il s'est ensuite entretenu avec le ministre serbe des Affaires étrangères. Une rencontre axée sur la coopération économique, les échéances bilatérales à venir. Le dossier du Moyen-Orient a été également au cœur des discussions à Kampala. En effet, Ahmed Attaf a abordé les récents développements dans la région avec son homologue iranien Abbas Araghchi. Les deux diplomates ont en outre abordé le récent cessez-le-feu à Gaza. Autre rencontre marquante de Ahmed Attaf, celle avec le chef de la diplomatie cubaine. Les deux ministres ont mis l'accent sur l'importance du rôle du mouvement des non-alignés au service des pays du Sud global. Le ministre d'État algérien Ahmed Attaf a conclu sa série d'entretiens par un échange avec le ministre des Affaires étrangères du Mozambique. Ensemble, ils ont évoqué la dynamique positive des relations bilatérales et les moyens de leur donner un nouvel élan.
Le cadre juridique de la question du Sahara occidental autant que question de décolonisation ainsi que la responsabilité des Nations Unies envers le peuple sahraoui, une nouvelle fois affirmée par les instances internationales. En effet, les travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies se sont achevés sur ces affirmations. Par ailleurs, lors des séances à huis clos, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé le soutien de leur pays au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, appelant par la même occasion un référendum à la fin de la colonisation du Sahara occidental. Au Maroc, après quelques jours de répit, le mouvement Gen Z 212 multiplie les appels pour la reprise des manifestations. Dans le même moment, la justice marocaine se montre sans concession à l'égard des jeunes arrêtés lors de la première vague de manifestations. Le point avec Safwan Ben Sabri. Au Maroc, après une relative accalmie populaire, des appels à reprendre les manifestations ont repris à travers le pays. La Gen Z 212 n'a pas dit son dernier mot. Elle aura attendu des gestes de la part du roi marocain, mais après un discours sans rupture et qui a laissé perplexe, le mouvement reprend son souffle. Alors que les protestataires attendaient à minima des élections législatives anticipées, le roi s'est limité à annoncer de nouvelles mesures concernant les secteurs de la santé et de l'éducation, des mesures qui prendront du temps selon lui, une lenteur qui contraste avec le ras-le-bol populaire exprimé par les jeunes et moins jeunes marocains. Sur Discord, plateforme de discussion ultra prolifique lors des premières manifestations, le mouvement de la Gen Z 212 s'organise. Après consultation de leurs échanges, on observe une volonté de changer de stratégie. Le canal regroupe pas moins de 210 000 membres. On y aborde les revendications et la forme de celles-ci, un meilleur ciblage et la volonté de montrer que le mouvement n'est pas mort. À la colère initiale des Marocains sortis dans la rue pour de meilleurs systèmes de santé et d'éducation, s'ajoute la colère envers les autorités policières et judiciaires. Les manifestations ont été le théâtre d'interpellations particulières face caméra. La justice, quant à elle, a procédé à des condamnations lourdes en un temps record. Au total, 17 personnes ont été condamnées par la justice pour un total de 162 années de prison. À Madagascar, un tournant politique s'amorce avec l'investiture du colonel Michael Randrianirina à la tête de l'État malgache. Alors que l'armée promet une transition vers un retour à l'ordre constitutionnel, la population oscille entre espoir et inquiétude, tandis que la communauté internationale réclame des garanties claires sur la suite du processus. Les détails avec Imen Merad. Aujourd'hui, à Antananarivo, un nouveau chapitre politique s'ouvre. Le colonel Michel Randrianirina a prêté serment comme chef de l'État ce vendredi 17 octobre, lors d'une cérémonie organisée à la Haute Cour constitutionnelle. Le jour d'aujourd'hui marque un tournant historique pour notre pays, avec un peuple en effervescence, mu par la volonté du changement et par l'amour profond de sa patrie. Nous ouvrons avec allégresse un nouveau chapitre de la vie nationale. La Haute Cour avait validé la vacance du pouvoir constatée après le départ du président Andry Rajoelina. Les autorités militaires indiquent vouloir conduire une période transitoire afin de rétablir la stabilité et préparer les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel. Sur le plan national, la situation reste contrastée. Une partie de la population y voit l'espoir d'un renouveau face à l'augmentation du pouvoir d'achat et au taux du chômage croissant. D'autres expriment leur inquiétude face à l'incertitude politique et demandent des garanties sur la durée et la nature de la transition. Les nouvelles autorités annoncent l'ouverture d'un dialogue national pour apaiser les tensions. Nous nous engageons à une rupture avec le passé. Notre mission principale est de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économique et politique de gouvernance du pays. Cette refondation, tant attendue du peuple, se déroulera sous notre pilotage et coordination.
Sur la scène internationale, les réactions sont prudentes et pressantes. L'Union africaine et les Nations unies appellent à la mise en place rapide d'un calendrier de transition crédible et à la préservation des droits civils. Les partenaires financiers et investisseurs attendent des garanties de stabilité avant de réengager leur soutien. Pour les autorités militaires, les défis sont doubles: rétablir la confiance auprès de la population et rassurer la communauté internationale sur l'engagement à préparer des élections inclusives. Madagascar entre dans une période décisive entre attentes populaires, responsabilité des nouvelles autorités et pression diplomatique. L'île cherche une voie vers une transition apaisée et durable. Dans le dossier ukrainien, un nouveau round de discussion prévu dans 2 semaines à Budapest entre Vladimir Poutine et Donald Trump, a indiqué le président américain lors d'une rencontre avec les journalistes à la Maison-Blanche. Ne donnant pas plus de détails, Trump a toutefois signalé que ce sommet à Budapest a été décidé suite à un appel entre les deux dirigeants. Pour rappel, la première rencontre entre Poutine et Trump s'est tenue le 15 août dernier en Alaska. Je dirais d'ici 2 semaines environ, assez rapidement. Marco Rubio va rencontrer son homologue, comme vous le savez, Lavrov. Ils vont se rencontrer très bientôt. Ils vont convenir d'une date et d'un lieu très prochainement. C'est peut-être déjà convenu, ils se sont parlé déjà. J'ai trouvé cet entretien téléphonique très fructueux, mais je parlerai au président Poutine et nous prendrons une décision. Demain, je rencontre le président Zelensky. Je leur parlerai de l'appel. On a un problème, ils ne s'entendent pas très bien, ces deux-là, et c'est parfois difficile de se rencontrer. On pourrait donc également faire quelque chose de séparé, mais séparé d'égal à égal. On se rencontrera et on discutera avec les partis, mais leur relation est terrible et c'est un de ces problèmes. J'ai vu des choses que personne n'aurait cru, mais c'est là. Alors je vais les rencontrer, on va se rencontrer. J'ai faim. Viktor Orban sera l'hôte de cet événement, et c'est vraiment quelque chose qui arrive à point nommé. La Russie a également confirmé ce sommet entre Poutine et Trump. En effet, ce vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l'a confirmé, a signalé, cela dit, que de nombreuses questions restent à résoudre avant un possible sommet, ajoutant que les chefs des diplomaties respectives des deux pays devraient se rencontrer, à savoir donc Lavrov et Rubio. Ils vont commencer à travailler sur les questions, a donc signalé le porte-parole du Kremlin. Cet après-midi, un appel téléphonique a eu lieu entre Vladimir Vladimirovitch Poutine et le président américain Donald Trump. Incidemment, il s'agissait de leur 8e conversation téléphonique. La conversation a été longue, d'une durée de près de 2h30 et était clairement très informative, mais extrêmement franche et confidentielle. Et place à présent au 4e art, avec une pièce venue tout droit de Guinée qui a illuminé les planches du théâtre national algérien, Mahdiddine Bachtarzi. Mercredi soir à Alger, avec humour et finesse, la pièce explore les subtilités des relations familiales, captivant un public conquis dans le cadre du prestigieux 14e Festival international du théâtre à Bchaya, une soirée où le théâtre africain a brillé. Et heureusement, Fella Halili était là. Sur place, on regarde. Sur la scène du théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi à Alger, le duo guinéen du spectacle Juste Savoir a livré une performance bouleversante. Père, que suis-je à tes yeux? Presque un homme. Une pièce qui raconte la réconciliation entre un père et son fils à travers la parole, le silence et la prière. Le message peut-être qu'on veut lancer, c'est déjà le pardon et à part ça, mais aussi exposer un fait, un problème ici qui gangrène notre société. Je trouve que c'est un message de réconciliation, de retrouvailles, d'amour, de paix. Invité dans le cadre du Festival international du théâtre de Béjaïa, qui se clôture demain vendredi 17 octobre, les comédiens voient dans leur présence en Algérie un véritable échange culturel.
Moi, sincèrement, je suis très content quand même de venir, d'effectuer le déplacement de la Guinée jusqu'en Algérie. Déjà, c'est la première fois de découvrir cette ville. Et venir représenter mon pays à ce genre de festival, moi, ce n'est qu'une fierté pour moi. C'est un pays avec plein de richesses. Et donc, par rapport au théâtre, la Guinée et l'Algérie, nous sommes venus, il y a ce stress qui nous arrive un peu. On va pas vouloir cacher les choses, mais nous avons envie vraiment de nous confronter aux professionnels de l'Algérie afin qu'ils puissent nous donner aussi leur grain de sel, afin que ce spectacle que nous jouons puisse évoluer. Bien sûr que je te vois. Juste savoir, une création contemporaine guinéenne qui fait dialoguer les générations et les peuples sous le signe du pardon et d'humanité. Excuse-moi. Et sur cette note théâtrale, entre rire et réflexion, que s'achève cette édition. Retrouvez Asmelaï tout de suite pour le Journal Afrique.